heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir le commissaire chargé des affaires politiques et administratives au Conseil pour la refondation du MPR. MPR, c'est le Mouvement populaire de la Révolution. Et bien, vous l'avez sonné, il s'agit de Apollon Toumba. Très heureux de vous recevoir, monsieur Apollon Toumba. Merci beaucoup. Mais je demanderai vraiment à mes téléspectateurs une petite indulgence parce que nous sommes frappés, nous, la famille journalistique, de deux deuils aujourd'hui. En tout cas, je vous demanderai vraiment une minute de silence en la mémoire d'une excellente consoeur qui nous a quittés ce samedi, Esther Abedi a tiré sa révérence, elle est partie, elle nous a précédés auprès du Père. Donc, une minute de silence à la mémoire de cette grande journaliste de la République démocratique du Congo. Voilà, Esther Abedi, tu resteras toujours dans nos cœurs parce que tu as été parmi les premières journalistes qui ont cru à l'émission Web Presse. Tu es venue participer parce que tu disais, Paulette Kimuntu, la parité n'est pas un cadeau. Nous, les femmes, nous devons nous battre pour mériter notre place au sein des médias, parce que la beauté seule ne suffit pas, nous devons faire nos preuves. Alors, tu étais là, tu as assisté aux premières émissions de Web Presse. En tout cas, c'est un cadeau inestimable auprès de la part d'une consoeur. Et comme vous le savez aussi, j'ai dit deux nouvelles tristes. Marie-Ange Monchobekwa Likoulia a perdu son mari, Claudien Likoulia. En tout cas, toutes nos condoléances à nos deux consoeurs, à la famille de nos deux consoeurs, à la famille d'Esther Abedi et à la famille de Marie-Ange Monchobekwa Likoulia. Alors, Apollon Toumba, j'ai posté sur le net que j'ai recevé quelqu'un du MPR, beaucoup de questions au fusil, on s'est dit, mais enfin, le MPR existe encore, ce parti et tout ça. Pouvez-vous nous dire exactement, est-ce que le MPR, ça existe encore? Oui, merci beaucoup, Madame Kimuntu, pour la parole. Mais j'aimerais d'abord commencer par présenter aussi mes condoléances à la famille journalistique de notre pays, surtout particulièrement à la famille de la défunte, et aussi à la famille de Marie-Ange Monchebekwa, que je connais très bien personnellement, et Claudia Likoulia. Donc, je présente aussi mes condoléances à ces deux familles. Bien, écoutez, c'est tout à fait normal la question parce que sur la scène politique actuelle, les MPR ne se voient pas. Les MPR ne jouent pas son rôle qu'il devait normalement jouer, c'est-à-dire du premier parti d'opposition dans ce pays. Vous êtes sans ignorer que ce soit l'IDPS, que ce soit l'opposition actuelle, que ce soit les régimes en place, ils ont combattu le MPR, c'est-à-dire le maréchal Mobutu. Mais hélas, malheureusement, après le départ du maréchal... Tu as dit quelque chose, combattre le MPR s'identifier au maréchal Mobutu? Effectivement, parce qu'il était le fondateur, hein, on l'appelait président fondateur du MPR. À l'époque, c'était le parti État. Non, avant même cela, parce que le parti État est venu après. Le MPR a été créé en 1967, le 20 mai, et au 20 mai jusqu'en 1974, je crois que le MPR n'était pas un parti État, c'était un parti national, donc fondé par Mobutu. Et c'est après que le MPR est devenu parti État, c'est-à-dire le pays était organisé autour du MPR. Donc, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Le MPR, à sa création, n'était pas un parti État. Donc, pour revenir à votre question, qui est une très bonne question, comme nous pose aussi, donc c'est après la mort du maréchal Mobutu que le MPR a eu un peu de problèmes. Comme tous les partis, lorsqu'il n'y a pas le leader, il y a toujours des débandades. Ce qui a un peu ralentir les activités du MPR. Il y a eu beaucoup de querelles entre nos aînés, c'est-à-dire les caciques du MPR. Alors au début déjà, il y a eu des tiraillements et ainsi de suite. Et la majorité presque de tous ces mondes-là ne sont plus au MPR. Donc ils sont ou soit à la majorité aujourd'hui, ou soit... Vous appelez, à Potumba, j'ai proposé votre élément la semaine dernière, vous appelez au rassemblement des Mobutistes. Ouais. Qui est Moboutiste? Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, c'est vrai que le MPR aujourd'hui était fait privé, mais à l'époque, tout le monde était du MPR parti État. Le fait que vous ne le voulez pas, vous étiez du MPR. Mais vous appelez au rassemblement de Mobutistes. Vous pensez à qui quand vous parlez de Mobutistes? Ouais, effectivement, madame, lorsque nous parlons de Moboutistes, cela veut dire que le Moboutisme, c'est toute une philosophie. Là, nous appelons pas les amis ou la famille de Mobutu. Nous appelons tous ceux qui croient
à la philosophie de Mobutu. Mais quelle était la philosophie de Mobutu? L'intégrité du territoire, la paix, le fait de ne pas être tribaliste, l'unité nationale. Et il y a beaucoup d'éléments dans le moboutisme qui aujourd'hui nous manquent. Vous savez, nous avons perdu la paix que nous avions à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, nous avons perdu l'unité nationale qu'on avait avec Mobutu. Et avec la création actuelle de 26 provincettes, moi je pense que ça va encore favoriser les tribalismes dans ce pays. C'est pour cela, nous, de la nouvelle génération des moboutistes, nous disons, oui, nous ne venons pas faire l'apologie d'abord de Mobutu. Non, ce n'est pas ça notre idée. C'est la philosophie, c'est-à-dire les idées et les actions de Mobutu. C'est ça les moboutistes. C'est vrai qu'avant d'entrer dans la rétro proprement dite, parce que nous allons y revenir, c'est vrai que vous ne prenez que le bon côté de Mobutu. Oui. C'est vrai que Mobutu aujourd'hui, il est, même dans les réseaux sociaux, quand vous parlez de Mobutu, on voit comme le destructeur, le pilleur, c'est lui qui a amené le pays dans la ruine, qui a fait, on sait qu'en tout cas à partir de 1997, soit chassé vraiment de son propre pays, il a enterré loin des siens et tout ça. Mobutu en 1965 a reçu, je peux dire un cadeau, moi je dis le pays c'était dans un très bon état, malgré qu'il a fini la guerre, comme il est dit lui-même, de 60 à 65. Mais Mobutu aurait pu faire de la RDC vraiment un pays plus qu'émergent. Mobutu a raté son départ, il a raté sa fin. Est-ce que vous ne pensez pas porter le poids du passé de Mobutu? Mais madame, moi je pense que ça cet appel non, ça c'est une contre-vérité que je ne peux pas laisser passer, madame. Mobutu n'a pas trouvé ce pays en bon état. L'arrivée de Mobutu dans ce pays, c'était parce qu'il y a eu du désordre de 60 à 65. Et c'est Mobutu qui est venu remettre de l'ordre dans ce pays. D'ailleurs, je ne sais pas si les mots congolisation vous disent quelque chose. Aujourd'hui, on parle de la balkanisation, mais ces mots-là viennent de congolisation. C'est-à-dire quoi? De 60 à 65, le Congo était congolisé, si vous permettez un peu l'expression. C'est-à-dire il y avait plusieurs Congos. Vous aurez vous rappeler qu'il y a eu aussi une république populaire du Congo. Vers la province orientale. Voilà, vers la province orientale, dirigée par des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Par Christophe Guénier, non, si je ne me rappelle pas. C'était les Gizenga et les Guénier et consorts. Donc, on est quand même un peu cultivé. Hein? Mais voilà, mais tout cela, on ne le dit pas. On ne le dit pas assez que c'est Mobutu qui a ramené la paix dans ces pays, que c'est Mobutu qui a ramené l'unité nationale dans ces pays. Et qui a amené le pays à la ruine. Il ne faut pas l'oublier. Mais moi, je pense qu'il faut prendre de quelle époque à quelle époque. Parce que moi, je me souviens quand mon père revenait de l'Europe vers les années 90, 70-90, il nous disait toujours qu'en Europe, on voulait avoir les aïrs-monnaies. Parce que les aïrs valaient beaucoup, plus que les dollars. C'était quand même l'époque de Mobutu. Mais nous allons aussi pas oublier qu'il y a eu une crise mondiale vers les années 80 qui a fait que, avec la chute de cours de cuivre, qui a fait que l'économie a baissé. Mais de 65 vers les années 80, moi je pense que les aïrs n'étaient pas... C'est vrai que le plus grand échec, c'est vrai, le plus grand échec, selon certaines personnes, selon certaines opinions, le plus grand échec de Mobutu, c'était la zaïrisation en 73. C'est ça qui a mis le pays par terre. Mobutu a donné, des entreprises à ses amis, entre guillemets. Mobutu a mis le pays KO avec la zaïnisation, bien qu'il se s'est rattrapé en 78 avec la rétrocession, tout ça, mais le pays était déjà KO. Oui, moi je crois que vous avez raison, madame. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas venus faire l'apologie de Mobutu. Il y a même beaucoup de nos amis, quand j'utilise les mots, l'expression dialélisme, nous ne sommes pas venus faire le dialélisme parce que la majorité de ces gens-là, ils sont à l'opposition aujourd'hui, mais ils ont fait le dialélisme. Nous disons non. Les bons côtés de Mobutu et les actions, nous allons soutenir, mais les mauvais côtés, nous allons aussi en tenir compte. Et une fois arrivés au pouvoir, nous allons corriger cela. Mais la zaïranisation, mais c'était une très bonne idée. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la zaïranisation. Pour y arriver, d'abord, je vais vous dire que je suis tout à fait d'accord que la zaïranisation a été mal appliquée. Il ne fallait pas zaïraniser, donner les choses aux amis, la famille, les gens qui n'avaient pas d'expérience, ni sur le plan économique ou du commerce. On a donné aux amis, aux chauffeurs, et aujourd'hui, l'idée était bonne, mais l'application n'était pas bonne. Même au niveau même de la Deuxième République, il y a eu beaucoup de très bonnes idées, mais qui n'ont jamais été appliquées. Si vous lisez aujourd'hui les manifestes de Lancélé, mais si ces manifestes-là avaient été appliqués, mais les Congos seraient aujourd'hui un paradis terrestre. Mais hélas, ça n'a pas été appliqué. Mobutu n'était pas seul.
il était entouré des grands professeurs d'université. Qui aujourd'hui sont autour de l'actuel président. De l'actuel président. Et ce sont ces gens-là qui ont mis Mobutu en erreur et ils veulent encore continuer avec l'actuel régime. Mais comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais généraux. On veut tout mettre sur la tête de Mobutu, mais on doit savoir aussi que ce n'est pas Mobutu qui a créé tous ces concepts. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette rétrospective par l'Assemblée nationale, audience du speaker de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, avec l'envoyé spécial du secrétaire général de cette institution et l'affaire République démocratique du Congo, Ouganda. Aubin Minaku et Saïd Djinit ont fait un bref aperçu de la situation sociopolitique du pays de Joseph Kabila. L'envoyé spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac était aussi venu se rassurer de la contribution du Parlement de la RDC dans l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je l'ai également discuté avec le président des engagements pris par les différents signataires de l'accord d'Addis Abeba, sur l'accord cadre. Au niveau national, régional et international, et en particulier les engagements souscrits par la RDC en toute souveraineté, et souhaiter que l'Assemblée nationale accompagne la mise en œuvre de ces engagements en tant qu'Assemblée nationale, et en particulier au niveau de l'élaboration des budgets. Et puis j'ai profité de l'occasion évidemment pour solliciter le point de vue du président de l'Assemblée sur la situation générale de la région, y compris le rôle de la RDC. Le président de la Chambre des députés a pour sa part rassuré les diplomates onusiens de la poursuite du processus démocratique en République démocratique du Congo. Aubin Minaku a également rappelé à son invité la tenue du dialogue national dans un proche avenir des assises qui visent un accostage en douceur du processus électoral en RDC. Autre matière en discussion entre les deux personnalités, c'est la tenue en février 2016 à Kinshasa de la conférence économique sur les investissements privés dans la région de Grand Lac. L'État congolais peut pousser un ouf de soulagement. Maître Tshibangu Kalala s'est dit prêt à mettre à la disposition de la République le pièce du dossier RDC-Ouganda. Freddy Kayembe, l'un des avocats du professeur Tshibangu Kalala, explique. Le professeur Tshibangu Kalala informe le peuple congolais et à toutes les institutions de la République qu'il n'est engagé dans aucune épreuve de force avec les autorités de notre pays. Il est disposé à remettre au gouvernement des pièces du dossier RDC-Ouganda avant la fin de cette semaine. La thèse selon laquelle Maître Tshibangu Kalala aurait déjà vendu les pièces du dossier à l'Ouganda est tout simplement stupide et ridicule. Maître Tshibangu Kalala, considéré par certains comme ennemi de la République, n'attend pas se laisser faire. En croire le collège de ses avocats, le professeur Kalala dénonce dans cette affaire un conflit d'intérêts égoïste au détriment de l'intérêt général orchestré par l'actuel ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Il est donc clair que l'arrestation et la détention du professeur Tshibangu Kalala Makala, ordonnée par le ministre de la Justice, sont une vulgaire opération d'intimidation et de chantage, en vue de contraindre le professeur à remettre le dossier au cabinet Kalenga pour des raisons évidentes. La prochaine comparution entre la RDC et Ouganda à la Cour internationale de justice de La Haye est prévue pour le mois de janvier prochain. Kinshasa peut s'estimer heureux au regard des engagements pris par les professeurs Tshibangu Kalala. Ces derniers espèrent aussi voir la République honorer le sien en payant les honoraires de l'avocat de la République incarcéré. Apo Toumba, vous avez suivi les avocats de Maître Tshibangu Kalala qui se plaignent d'un conflit d'intérêts, parce que selon lui, son arrestation est simplement arbitraire parce que le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, aurait aimé que ce dossier revienne au cabinet Kalenga. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ce dossier? Bon, les informations par rapport à ces dossiers, non, mais nous suivons à la presse, comme tout le monde, l'évolution de cette histoire. Mais moi, je pense que ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Un gouvernement ne peut pas rentrer en conflit avec l'un de ses avocats.
Moi, je pense que cette affaire aurait... Maître Tchibarou Kalala est l'avocat de la République, démocratique du Congo. Moi, je pense que c'était une affaire qui devait être traitée à l'amiable et puis sans médias. Parce qu'arriver jusqu'à l'arrestation du maître et puis la médiatisation dont cette histoire a bénéficié, moi je pense que ce n'est pas bon pour notre République. Et aussi longtemps que nous sommes en conflit avec une autre République. Et vous voyez un peu... Mais le gouvernement a parlé de chantage de la part de maître Tchibarou Kalala, qu'il aurait déjà vendu ces fameux documents à l'Ouganda et tout ça. Vous savez, en droit, est-ce qu'il y a des preuves que le maître a vendu ces documents et tout ça là? S'il y a des preuves, bon, je dirais que le maître a fauté. Mais s'il n'y a pas de preuves, ça sera un peu du chantage aussi de la part du gouvernement. Hein, donc ça, je pense que ce n'est pas bon pour l'image du pays. Hein, donc il faut que cette histoire soit réglée à l'amiable et puis voilà quoi. Par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, vous avez suivi les représentants spéciaux du secrétaire général qui est venu voir Aubin Minakou, mais il y a des voix qui disent non, c'est lui qui serait probablement le médiateur dans ce dialogue qui s'annonce. Est-ce que d'abord vous allez participer au dialogue de l'OMPR? Êtes-vous pour ou contre? Vous allez participer à ce fameux dialogue? Bon, vous savez... Nous, en tant que descendants du maréchal Mobutu, le maréchal lui-même, de son vivant, il a beaucoup dialogué avec ses opposants. Hein? Parce qu'on dit toujours le mal de Mobutu aujourd'hui, mais ce qui était à l'époque où les proches... Je me rappelle, il y avait parlé de Marbre 1, 2, 3, il y a eu les accords de Gbadolité, il y a eu beaucoup... Parce que les gens croyaient peut-être qu'on nommait Tshisekedi par hasard. Hein, c'est ce que ça se dit. Ah voilà, Mobutu a nommé Tshisekedi. Mais non, il y a eu d'abord au préalable les accords, mais comme le monsieur était ce qu'il était, à chaque fois qu'on les nommait, le lendemain, il changeait. Donc nous ne pouvons qu'être pour le dialogue. Vous savez. Vous allez participer en fait? Si on nous invitait, nous allons participer, mais à condition que ce soit un dialogue franc et sincère, que nous venons parler des choses vraiment qui importante, pas venir chercher des postes gouvernementaux. Vous êtes sûr que si on vous offrait, vous, Apollo Ntumba, un poste, vous allez refuser carrément? C'est facile à dire. Nous allons refuser parce que nous n'avons pas la même philosophie que le régime en place. À condition que peut-être si demain il y a élection et que nous voyons un parti ou un groupe de partis qui ont la même philosophie que nous, peut-être là on peut. Mais au stade actuel, non, nous n'allons pas accepter. Vous avez parlé de Etienne Tshisekedi. Excusez-moi madame, c'est l'une des choses aussi que nous reprochons à l'IDEMO. Parce que pour nous, l'IDEMO ne devait pas faire alliance avec les régimes en place. Aussi longtemps que l'IDEMO est une chambre du MPR, c'est-à-dire... Aujourd'hui, moi j'ai suivi, excusez-moi, nous vivons sur le net, moi j'ai suivi le tweet de Zanga Mobutu qui soutient la position de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'UDEMO a basculé dans l'opposition. Moi je pense que Zanga Mobutu est libre, comme tout autre citoyen congolais, de soutenir qui il veut. Hier, il a soutenu Kabila, aujourd'hui il peut soutenir Kamerhe. Et demain, il peut soutenir la personne qu'il veut. Mais pour nous, nous pensons que le régime actuel, il ne pouvait pas faire alliance avec. Vous voyez vous-même sa fin. Vous avez parlé d'Etienne Tshisekedi. Il est encore là. Etienne Tshisekedi est toujours incontournable dans la scène politique congolaise, mais il y a une certaine opinion qui pense qu'il s'est complaît un peu trop dans son rôle d'opposant. Il est l'éternel opposant de tous les présidents. Il a commencé par Mobutu, par Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui c'est Joseph Kabila. Est-ce que pour vous, Etienne Tshisekedi se complète-t-il réellement dans ce rôle d'opposant pour être réellement incontournable quand il y a dialogue? Mais madame, moi, ça m'étonne que vous parliez d'Etienne Tshisekedi comme opposant. Moi, je sais qu'il n'est pas opposant. Moi, je pense qu'il est le président de la République de ce pays. Parce qu'il a prêté serment aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'opposition, c'est nous, les MPR. Parce que ce soit Tshisekedi, M. Tshisekedi, que ce soit M. Kabila, mais les deux, ils sont là, ils préparent même le dialogue ensemble. Donc il n'y a pas d'opposition, moi je pense. Il y a deux présidents, un président légitime, entre guillemets, l'autre un président légal qui veulent harmoniser les choses. Mais l'opposition, par rapport à quoi? D'abord, le PPRD et l'UDPS, ça peut être deux partis d'opposition. Ce sont tous des socialistes. Ils font opposition par rapport aux social-démocrates. Ils peuvent faire l'opposition par rapport à quoi? C'est bizarre. Même les alliances que les gens sont en train de faire ici, ce sont des alliances vraiment
Les bits contre nature. Contre nature, oui, mais c'est ce qui arrive. Vous voyez, maintenant, il y a G7, des gens qui, la majorité, ils sont de libéraux, qui se sont alliés avec les socialistes. Vous voyez, sans programme aussi, quand nous allons parler des partis politiques, nous allons y arriver, parce que de fois, nous ne connaissons pas la philosophie des partis politiques en République démocratique du Congo. Moi, je me pose la question. Pas trop qui à est l'époque, social-démocrate, qui est ça, qui est ça. À l'époque de la Deuxième République... On doit bien classifier les partis politiques. Tout à fait. À l'époque de la Deuxième République, on pouvait bien comprendre que l'UDP soit à l'opposition, parce que le MPR n'était pas un parti socialiste. Vous étiez quel parti Nous étions un parti centriste, ni à gauche ni à droite. Ni même au centre, en fait. Ni même au centre. Donc, nous étions un parti national, en fait. Un parti national authentique. Bon, aujourd'hui, moi, je ne vois pas pourquoi l'UDPS et le PPRD ne peuvent pas fusionner. Ou même le PALO. Parce que lui aussi est social-démocrate. Apparemment. Donc, moi, je pense que l'opposition, on le fait par rapport aux idées, mais pas par rapport à la personne. Parce que nous, aujourd'hui, les MPR, nous avons beaucoup de choses à reprocher aussi au régime en place, mais ce n'est pas, nous ne reprochons pas des choses aux individus. Ok. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous vous proposons la réaction de Clément Kankou par rapport à propos de la table ronde électorale et la descente de la société civile à la Senco. Deux stratégies ne cessent de tarir en vue de sauver le processus électoral en République démocratique du Congo. La dernière trouvaille est celle du président du mouvement pour le renouveau. Clément Kankou parle d'une table ronde électorale pour des élections réussies. Le mouvement pour le renouveau a proposé cette voie de sortie, une voie médiane qui prend en compte les préoccupations, qui prend en compte les aspirations des deux tendances pour arriver à avoir des pourparlers, arriver à avoir ce forum ou ce dialogue, on peut appeler comme on veut, mais tout simplement un cadre de concertation où nous allons répondre à toutes ces préoccupations qui, ma foi, si on ne le fait pas, ces préoccupations vont tout simplement miner le reste du processus électoral. Clément Kankou trouve en sa proposition un moyen d'organiser ce qu'il appelle des élections prioritaires dans le délai constitutionnel. Le maître mot reste le respect du délai constitutionnel. D'ailleurs, nous l'avons proposé dans cette table ronde, la passation de pouvoir, que ça soit aussi réglé dans cette table ronde pour qu'on sache comment ça se fait, parce que c'est la première fois que le Congo va voir un chef d'État passer le pouvoir à un autre chef d'État, en vie. Table ronde ou dialogue national, qu'est-ce que ces législateurs apportent de nouveau pour apaiser les esprits? L'élu de l'ex-Kasaï occidental explique. Nous proposons une démarche sectorielle qui ne touche qu'au domaine électoral. Voilà la différence entre ce que la majorité propose et ce que nous proposons. L'homme se propose de visiter partis politiques et forces vives de la République afin d'expliquer le bien fondé de sa démarche. Quelques délégués de la société civile congolaise pour le salut de la nation par un dialogue citoyen dans les locaux du secrétariat général de la Senco. L'exercice consiste en une explication de leur démarche contenue dans leur manifeste publié le 27 octobre dernier. Et nous avons pensé commencer par la conférence épiscopale, parce que, comme vous le savez, la conférence épiscopale nationale du Congo est une grande force et qui a toujours soutenu la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants de ce pays se rencontrent pour parler du Congo, de l'avenir du Congo. Cette organisation de la société civile se veut rassurante et pense que le dialogue, qui est un impératif, doit être également le tout dernier. Nous voulons que ce dialogue soit le dernier de la série, parce que nous voulons que désormais les problèmes de fond soient posés et des solutions définitives y soient apportées. Une démarche saluée par la toute-puissante Senco. Elle se dit ouverte à toute idée à même d'assurer des élections apaisées, crédibles et selon le délai constitutionnel. L'enjeu de taille pour nous, c'est la réussite du processus électoral dans le respect, comme disent les évêques, de la Constitution et des délais constitutionnels. En attendant, la Senco entend donner son avis formel après un examen de ce manifeste. Du côté de la société civile congolaise pour le salut de la nation pour un dialogue citoyen, elle reprend son bâton de pèlerin à la rencontre d'autres acteurs. D'ores et déjà, elle reste persuadée qu'un compromis politique est indispensable au pays, du moins pour résoudre les problèmes d'ordre conjoncturel.
Apollon Toumba, le mot-clé qui ressort de ces deux éléments, c'est le respect de délai constitutionnel. Donc, pour vous, ce délai-là constitutionnel doit être respecté à tout prix. Quel que soit le problème, on ne doit pas le dépasser. Mais c'est ça la difficulté, madame. Nous sommes en politique. On ne peut pas... Oui, c'est vrai que les politiciens doivent faire pression pour que ces délais soient respectés. Mais moi, je pense que la gestion de la chose publique et les discours, c'est des choses différentes. Ici, là, nous avons des problèmes sérieux que tout le monde le sait, surtout du côté finance. Les élections coûtent cher. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous, les Moboutistes rénovés, nous disons qu'il faut penser autrement à faire la démocratie chez nous. Nous ne pouvons pas copier tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai que vous dites que les élections coûtent cher à Apollon Toumba, mais les élections, gouverner, c'est prévoir. On le sait que les élections, ça se tient tous les 5 ans. Ce n'est pas à la dernière minute que vous allez toujours nous sortir cette phrase qu'on n'a pas d'argent, que les élections coûtent cher. Vous le saviez déjà, nous avons choisi ça dans la Constitution, c'est tous les 5 ans. Alors, pour vous, vous avez dit que non, on doit revoir ce modèle d'élection chez nous. Vous proposez quoi, partir? Qu'on fasse les élections à main levée comme à l'époque de Mobutu? Non, à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas les élections à main levée, il y avait les élections. Si je me souviens bien, il y avait des élections à main levée, non? À l'Assemblée nationale, ou je ne sais pas. Oui, mais même ici, même aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a des votes à main levée et puis des votes secrets. On peut choisir le président à main levée. Non, nous proposons par exemple que le président de la République soit élu au second degré, par exemple, pour faciliter les choses. C'est-à-dire quoi? Qu'il soit un élu des élus. Vous interdisez au peuple, vous enlevez au peuple le droit de voter. Mais non, pas du tout. Mais le président Obama est élu par des grands électeurs. Il n'est pas élu directement par le peuple américain. Mais il y a des primaires. Justement, oui, il y a des primaires au sein de partis. Oui, mais le problème aujourd'hui, lorsque le peuple élise ses représentants, ce sont ces représentants-là qui ont mandat du peuple qui vont élire après le président public. C'est le peuple, il délègue au fait son pouvoir aux élus. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons réfléchir. Aujourd'hui, organiser les élections dans les circonstances actuelles. C'est quasiment impossible pour vous? C'est quasiment impossible. Le pays est tellement vaste. Alors, ça demande beaucoup de moyens. Le pays est vaste, les États-Unis sont vastes. Oui, mais la Russie est vaste. Nous ne pouvons pas. Le Soudan est plus vaste que nous. Nous ne pouvons pas. C'est déjà découpé. L'Algérie est vaste et tout ça, mais l'Afrique du Sud est vaste. Ne prenez pas la grandeur de notre pays comme un prétexte. Mais l'Afrique du Sud, jusqu'à il y a 10 années passées ou 20 ans passés, c'était encore des Blancs qui dirigeaient. Ce n'était pas des pays indépendants comme nous autres. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème est que, c'est vrai, il faut organiser les élections. Tout le monde veut les élections. Mais il faut que ces élections soient de bonne qualité. Pour que ces élections soient de bonne qualité, il faut mettre des moyens. Donc, en bref, Apollon Toumba, là nous discutons entre intellectuels, en bref, la République démocratique du Congo est dans l'incapacité de faire des élections normalement tous les 5 ans. Ah oui, c'est une évidence, madame. Vous avez parlé de la prévision, mais écoutez, nous avons un budget de combien, madame? De 8 milliards. Et un budget virtuel. Ce n'est pas un budget normal, c'est un budget virtuel. Alors dites-moi, avec un budget de 8 milliards, vous voulez organiser les élections tous les 5 ans qui coûtent plus de 4 milliards. Parce que donc là, on doit modifier la Constitution par rapport à ça maintenant. Ah oui, mais nous sommes pour la révision de la Constitution, mais après 2016, bien sûr. Cette Constitution a beaucoup de lacunes. Mais là, c'est le respect du délai constitutionnel. Non, mais les délais, c'est par rapport à la Constitution actuelle. Vous savez, il faut respecter les délais constitutionnels. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous sommes un pays pauvre et nous devons vivre par rapport à nos moyens. C'est pour cela le dialogue est bien indiqué pour que le politique puisse discuter, voir quelles sont les élections qui pourront être prioritaires par rapport au budget. Comme le propose Clément Kankou, il faut vraiment qu'on permette de ne pas miner le processus électoral. Mais il y a un autre monsieur de la société civile qui a dit que ce dialogue doit être le dernier de la série. Parce que déjà, depuis 1960, il y a eu des dialogues, des rencontres, avec tous les noms possibles, mais le pays ne part pas. Pourquoi ne pas respecter les choses? Parce qu'on a l'impression, Apollon Toumba, que nous pourrissons la situation parce que nous savons qu'à la fin, il y a dialogue. Pourquoi, par exemple, ne pas respecter carrément les textes que nous avons nous-mêmes choisis? Pourquoi ne pas respecter, prévoir pour qu'il y ait des bonnes élections, l'argent pour qu'il y ait des bonnes élections? Nous pourrissons la situation parce que nous savons qu'à la fin, nous allons nous mettre autour de table, nous allons partager le pouvoir et rebelloter. Pourquoi? En tout cas, pour lui, ce dialogue doit être le dernier de la série. Mais ça ne pour qu'on passe à autre chose. Non, ça ne peut pas être
le dernier de la série. Déjà, lorsque nous vous disons que nous devons avoir une politique adaptée à nos réalités. Le palabre africain. Vous allez dire qu'aujourd'hui, nous n'allons plus palabrer lorsque nous aurons des petits conflits dans nos foyers ou dans nos villages. Mais notre culture, nous avons toujours... C'est vrai, vous parlez... C'est vrai, moi j'aime bien discuter. Vous parlez de l'Afrique, mais la République n'est pas un village. Vous oubliez un peu, la République, on ne gère pas la République comme un village. La République est la RDC n'est pas un royaume, la RDC n'est pas un empire, c'est une république avec ses règles, Apollon Toumba. Oui, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Le chef de l'État n'est pas un chef tribal. Si, c'est un grand chef. C'est pas un chef coutumier. C'est un grand chef. Il faut vraiment nuancer. Est-ce que le chef de l'État d'une république, d'un État souverain, est-il un chef tribal? Non, il n'est pas un chef tribal dans le sens d'un petit coin, mais il est chef tribal par rapport à la nation congolaise. Mais ce que je voulais dire ici, madame, c'est quoi? Je voulais dire ceci. Nous sommes nous-mêmes compliqués la vie en copiant tout ce qui vient de l'Europe. La constitution actuelle, madame, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle a été c'est du copier-coller de la constitution belge. Voilà, ou française. Ou française, quelque part. Est-ce que les Congolais ou les Aïrois se sont mis ensemble pour dire, voilà, nous voulons un tel régime, nous voulons un tel système? Non. On nous a amené une constitution déjà préparée et il y a eu quelques amendements à l'Assemblée nationale et puis aller au référendum sans expliquer à la population les contenus de cette constitution. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, changer pratiquement dans cette constitution? Mais il y a beaucoup de choses à changer. Comme par exemple? Comme par exemple, une petite chose. On nous dit que le Congo s'appelle Congo. Est-ce que nous tous, nous sommes des Congolais? Est-ce que tout le monde veut être Congolais? Dans quel sens? Dans le sens que nous avons déjà un peuple Congo. Mais le Congo, là, c'est pas avec un K, Apollon, c'est avec un C. Ah, c'est vous qui le dites. Mais lorsqu'on dit un C, d'où vient ce C-là? D'où vient le C du Congo? Normalement, ça devait s'écrire avec un K. Parce que ça vient du Congo, du royaume du Congo. Donc, ça c'est de 1. De 2, on nous dit il nous faut 26 provinces. Est-ce qu'on a demandé aux populations congolaises s'ils veulent vraiment avoir 26 provinces? Il y a eu référendum en 2016. Oui, mais il y a eu référendum. Les référendums, c'est quoi? On leur a présenté une constitution. Voici une constitution. Il n'y avait qu'une seule constitution d'ailleurs à voter. Mais s'il y en avait au moins 2, on pouvait dire, voilà, le peuple a choisi telle constitution. Ça ne pouvait que passer. Est-ce que d'ailleurs le peuple de notre pays connaît ce qu'il y a dans cette constitution? Non. C'est à vous, les partis politiques, de vulgariser cette constitution, de le mettre en lingala, en swahili, en chiluba. C'est surtout à l'État. C'est surtout à l'État de le faire. Aux partis politiques de jouer leur rôle. Oui, aussi. les partis politiques aussi ne jouent pas leur rôle, je vous le concède, tout à fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut associer le peuple. Il ne faut pas mettre le peuple devant un fait accompli. Aujourd'hui, la politique s'est faite chez nous. On met le peuple devant un fait. On parle des moyens aujourd'hui. Une fois, j'étais dans un plateau de télévision comme ici. J'ai débattu avec mes amis de la majorité présidentielle. Ils venaient aussi de l'Europe. Ils disent, ah, Bolinga, monsieur nous avons le pouvoir et tout ça. Moi, je leur ai dit, mais on ne dirige pas un pays par défi. Lorsque vous dirigez un pays par défi, vous allez arriver à un moment où vous serez bloqué. C'est comme aujourd'hui. Mais non, il y a des gens qui ne veulent plus le dialogue parce qu'ils savent que l'autre camp est cuit. Parce que sans dialogue, il n'y a pas de solution, madame. Il faut dialoguer. Et vous allez dialoguer, pour vous, Apollon Toumba, en tant qu'élite de mon pays, pour vous, quels seront vraiment, à part peut-être le délai constitutionnel, le processus électoral, il y a d'autres sujets à mettre sur la table dans ce dialogue? Bon, le dialogue actuel, madame, pour ne pas encombrer les choses, moi je pense que nous ne devons parler que d'élections. Que des élections. Et la passation du pouvoir. Parce que M. Kankoula a si bien dit ici, ce sera pour la première fois, un président va passer le pouvoir à un autre. Moi, je pense qu'il faut parler de tout ça. Est-ce que vous avez pensé, vous, à la pré-présidence? On a vu la fin de règne de Mobutu. C'était très triste, très désolant. Oui. Un grand homme qui finit sa vie vraiment comme vraiment permettez l'expression, comme un voleur. On l'a vu comment il quittait Kinshasa sous escorte militaire. C'était poignant pour un grand homme, un grand monsieur qui a dirigé ce pays pendant 32 ans. Est-ce que vous pensez à la pré-présidence? Parce que c'est peut-être ça le hic. On n'en parle pas, mais c'est ça le problème. Tous les présidents africains ont peur de la pré-présidence. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Sassou Nguesso l'a si bien dit dans sa nouvelle constitution, pas de poursuite judiciaire après la présidence. Garantissez peut-être à ces présidents qu'ils seront calmes,
que vous les embêterez pas, qu'ils n'auraient pas l'épée de la CPI sur leur tête et tout ça. Excusez-moi de vous interrompre, madame. Vous voyez que vous êtes d'accord avec nous lorsque nous disons que nous devons parler d'abord des élections, au dialogue, et ensuite parler de l'après, c'est-à-dire la passation du pouvoir. Lorsque nous parlons de passation du pouvoir, on voit aussi l'après-présidence. Hein. Moi, je crois que la Constitution actuelle prévoit même que le président de la République sera un sénateur à vie. Bon, ça ne suffit pas. Il faut aussi lui garantir l'après. C'est pourquoi je vous dis que la politique, ce n'est pas ce qui se dit à la télé ou ce qui s'écrit pendant les journaux. La politique, c'est du réel. Il faut garantir à celui qui va partir. Oui, effectivement, vous avez rendu les bons services dans ce pays. Voilà, après votre départ, c'est que nous allons vous proposer. C'est que la République va faire pour vous. Alors, si quelqu'un n'est pas sûr qu'après son départ, il sera en sécurité, il va s'accrocher au pouvoir. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, ce chapitre est consacré, aux commissaires spéciaux, l'atelier de remise à niveau ou de renforcement des capacités de ces derniers. Et par rapport à l'opposition, nous suivons donc leur réaction par rapport à la nomination des commissaires spéciaux. Plus de détails dans ce condensé. Ils sont appelés à administrer les nouvelles provinces. Les commissaires spéciaux et leurs adjoints nommés par le président de la République à titre exceptionnel et provisoire vont exercer les compétences des gouverneurs des provinces. Ils doivent gérer ces nouvelles provinces, faire régner la sécurité et l'ordre, assurer la régularité et la continuité des services publics, mais aussi doter les nouvelles provinces des infrastructures prioritaires. Pour y arriver, le gouvernement organise pendant 3 jours un séminaire de renforcement des capacités à leur intention où plusieurs thèmes seront abordés, notamment la mise en œuvre de la décentralisation. Il s'agira plus concrètement des communications sociales. Mission confiée aux commissaires spéciaux par le gouvernement de la République, les enjeux de la décentralisation et le rôle du chef coutumier, les rétrocessions des finances publiques pour l'achat, les infrastructures de base selon la vision de la révolution de la modernité. Ouvert par le Premier ministre, Matata Ponyo a invité les participants à être assidus car ils ont entre autres pour mission d'asseoir la vision de la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État dans ces nouvelles provinces afin qu'elles deviennent les socles du développement de la RDC. À travers vous, le gouvernement se doit de réussir un pari. C'est lui d'asseoir dans les nouvelles provinces le prémisse d'une gestion à même de les consolider et de le mettre sur la trajectoire du développement tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au terme de ces assises, les commissaires spéciaux ainsi que leurs adjoints vont regagner leur province. Ils resteront en fonction jusqu'aux élections des gouverneurs. En nommant ces prétendus commissaires spéciaux, un concept qui n'existe nulle part dans l'appareil, dans l'arsenal juridique congolais, M. Kabila a allègrement bousculé l'ordonnancement des institutions politiques de la République en général et en particulier les institutions provinciales prévues à l'article 195 de la Constitution. M. Kabila a foulé aux pieds l'ordre démocratique. Au passage, l'on peut se demander ce que devient la conférence des gouverneurs des provinces, car l'article 200 de la Constitution est devenu purement et simplement inopérant. Les commissaires spéciaux sont là, Apollon Toumba, qu'on le veuille ou pas, qu'on les traite de n'importe quoi, permettez l'expression, comme le dit bien Iwanga, mais les commissaires spéciaux sont là. La Cour constitutionnelle a permis à ce qu'il y ait des mesures d'exception pour que les provinces continuent à évoluer. Alors, votre réaction, vous, du MPR, par rapport à la nomination de ces commissaires spéciaux, est-ce que c'est une violation de la Constitution, selon vous?
Oui, je pense que c'est une violation de la Constitution parce que les commissaires généraux ou spéciaux, là, ils ne sont pas prévus par rapport à la Constitution. Ce sont des mesures exceptionnelles. Pour nous, il ne faut pas chercher les Oui, mais les mesures exceptionnelles, il fallait que ça soit politique. Il ne fallait pas que ça soit que cela vienne de la Cour constitutionnelle, moi, je pense. Mais on est allé leur demander leur avis par rapport à ça. Ils ont donné leur avis, ils ont dit non, trouver des mesures exceptionnelles pour permettre à ce que le province mais il fallait. Est-ce que les mesures, ça demandait qu'on nomme les commissaires spéciaux? Mais qui allait diriger ces provinces? Non, mais les anciens gouverneurs pouvaient bien diriger jusqu'à. Mais ils ont été démembrés. Rien n'empêchait à ce qu'ils continuent à jouer Rien n'empêchait par exemple à ce que Jean Kamisiendo continue à gouverner les 4 provinces de l'ex-Bandundu. Oui, mais non, parce qu'il a dirigé avant. Il y avait des agents des territoriales qui étaient sur place, qui travaillaient avec lui. Ils pouvaient continuer à diriger. Parce que la Constitution dit les gouverneurs partent lorsqu'il y a un nouveau gouverneur élu. C'est ça la Constitution. Mais aujourd'hui, ces commissaires spéciaux, ils vont faire la remise et reprise avec qui? Posons-nous la question. Or, la remise et reprise devait se faire entre un gouverneur élu et l'ancien gouverneur. Et pour nous, nous pensions qu'il fallait garder les gouverneurs, parce qu'ils étaient déjà en glissement. Il fallait les garder jusqu'à l'organisation des élections. En nommant ces commissaires spéciaux, moi je pense que c'est tout à fait illégal. Et bon, c'était une décision politique, je pense. Ce n'était pas une décision de droit. Bon, les commissaires spéciaux avec les gouverneurs élus, les non élus avec les élus, les assemblées nationales, provinciales qui continuent à évoluer. Vous voyez vous-même que c'est vraiment compliqué. Alors, aujourd'hui, si on appelait, par exemple, le gouverneur élu avec les commissaires spéciaux à une réunion au Conseil des gouverneurs, ces gens-là, je ne sais pas, il y aura maintenant deux réunions. Les 3 gouverneurs élus qui sont en place, ils auront les réunions de gouverneurs. Il reste celui du Congo central. Oui, et de Kinshasa. Sud Kivu. Ils sont à 5. À 5. Donc les 5 auront les réunions à part. Ils ont un statut à part, les 5, et les autres ont... Mais évidemment, les autres ont été élus par les assemblées provinciales. Mais les autres, là, les commissaires sont nommés. Ils n'ont pas la même légitimité. Il y a un problème, madame. Mais malgré leur glissement, malgré le glissement des anciens gouverneurs, ils ont la légitimité. Ils sont légaux. Ils n'ont plus la légitimité, mais ils sont légaux parce qu'ils ont été élus. Mais les autres n'ont ni légitimité, selon vous, ni légalité. Ni légalité. Il y a eu violation, moi je pense, de la Constitution. Et je pense que c'est un point qui sera traité au dialogue aussi. Il faut qu'on en parle. Mais vous avez dit qu'on s'est construit le dialogue pour les élections. Oui, mais aussi par rapport à ça. Il faut qu'on fasse les élections des gouverneurs le plus vite possible. Le plus vite possible pour que les élections soient apaisées. Parce que ce sont ces gens-là qui sont censés à contrôler les provinces où il y aura élection. Est-ce que vous, c'est une bonne chose? On y revient. Parce que sous Mobutu avait trouvé, selon l'histoire, cette histoire de 26 provinces, ça existait bien avant déjà. Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, il a réduit les 26 à 11. À 9. Et puis à 11. À 11. Et aujourd'hui, nous revenons à l'ancien système de 26. Pour vous, c'est une... Mais madame, je vous dis... On est en train de reculer ou on est en train d'avancer? On a reculé des 50 ans en arrière. On a reculé. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps... Mais le fait de rapprocher les administrants des administrés, pour vous, c'est pas ce sont des discours, madame. Les Belges nous ont administrés à 8000 km. Est-ce que vous... Bien trouvé, ça. Oui, les Belges nous ont administrés à 8000 km, mais ils ont construit les routes, ils ont construit les écoles, ils ont construit les chemins de fer à 8000 km. Mais il y avait des colons ici. Qui étaient mais ce n'était que des représentants, mais les gouvernements étaient en Belgique. Non, madame, ça c'est simple. Ça, ce sont des politiciens qui se sont arrangés pour avoir chacun un petit coin où il y aura à chaque fois... Vous avez peur qu'il y ait rélan du tribalisme? Mais ça existait déjà, les népotismes et les tribalismes, madame. Et c'est ce que le maréchal Mobutu a combattu pendant toute sa règne. Hein. Et aujourd'hui, nous, les nouveaux Mobutistes, nous n'accepterons plus qu'il y ait encore de tribalisme. Pour vous, on doit revenir aux 11 provinces. Même réduire à 4 provinces. Qui seront? Qui seront une province lingalaphone, une province lubaphone et une province swahiliphone, tout simplement. Tout simplement. C'est là pour créer
une unité nationale. Parce que moi, je me rappelle, moi je suis originaire du Kasaï par exemple, on avait les Tétéla, on avait les Songé et les restes. Mais aujourd'hui, chacun a son coin. Les Songé ont leur province, les Tétéla ont leur province. Déjà là, entre Tétéla, ça crée déjà entre Tétéla des problèmes, entre Songé des problèmes. Or, lorsqu'on était ensemble, les Songé devaient être ensemble parce qu'ils sont dans les Kasaï, dans le Grand Kasaï. Donc nous pensons vraiment, sincèrement, dans notre politique que nous voulons remettre dans ce pays, au lieu de 9 ou de 11 ou de 26, de revenir à 4 provinces, plus la ville de Kinshasa 5, et essayer de créer cette unité-là. Parce que le MPR réunissait tout le peuple congolais, à l'époque, le peuple des Aïrois. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de point de repère. Or, les provinces peuvent demain être nos points de repère. Parce que lorsqu'on parle Swahili, on sait qu'il y a un Moubemba dedans, il y a un Mouchoko dedans. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les Bachoko veulent rester chez eux, les Babemba veulent rester... Vous voyez que c'est déjà le tribalisme, ça. Okay. Il faut voir ce qui se passe au Katanga. Déjà, c'est du pur tribalisme. Et nous, nos Mobutis, nous allons les combattre. Nous n'allons pas accepter des choses comme ça. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, coup d'œil à nos ministères. Notre choix pour cette semaine, ministère de la Justice et ministère des Affaires foncières. Il a été constaté par une commission interministérielle que la plupart de ces adoptions avaient été faites en ne respectant pas le prescrit de la loi. La loi est très claire là-dessus. Nous avons aussi suivi un peu le cheminement de certains des enfants qui sont partis après avoir été adoptés pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et nous avons découvert un certain nombre de choses qui blessent la conscience des parents. Nous avons considéré qu'il y avait 69 cas qui peuvent être libérés immédiatement. Ces 69 cas concernent 8 pays. Nous avons autorisé la sortie de ces enfants du territoire national, et ce à partir d'aujourd'hui. Nous avons également autorisé la sortie des 3 enfants atteints de maladies graves et qui ont été adoptés, un par la Suisse, un par la France et un par l'Allemagne. J'ai signalé aux ambassadeurs que la commission qui traite des adoptions ne va plus fonctionner à dater d'aujourd'hui. Nous allons attendre le vote de la nouvelle loi sur les adoptions, ainsi que sa promulgation. La nouvelle loi est au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Tant qu'elle ne sera pas votée, on n'examinera plus un seul cas d'adoption internationale. Au total, 23 lotissements anarchiques démolis durant 2 jours par les bulldozers sur les sites de Daipen dans la commune de Lantélé et Renatessat dans la commune de Maluku. La délégation conduite par le ministre des Affaires foncières, constituée du ministre de l'Habitat et Urbanisme, du conseiller du Premier ministre en matière des infrastructures et du commissaire provincial de la police, a exécuté le mot d'ordre du président de la République, celui d'assainir les secteurs fonciers et immobiliers. Il vous souviendra que depuis le mardi passé, après avoir identifié quelques sites faisant l'objet de constructions anarchiques, depuis hier d'ailleurs, nous sommes descendus sur les sites. Le ministère des Affaires foncières a prévu parmi les objectifs la lutte contre les constructions anarchiques. Et cet objectif s'inscrit dans le cadre de la vision fondamentale de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, la vision de la révolution de la modernité. Une opération que le ministre Gustave Mbolo Konkeli entend étendre dans toutes les provinces de la RDC.
Apollon Toumba, nous avons vu les images de la destruction des maisons. Mais la question que l'on se pose, qui vend ces terrains à ce peuple-là pour qu'on vienne détruire? Je crois que construire une maison, c'est l'œuvre de toute une vie. Quelqu'un a mis son argent de côté. Le Congolais n'est pas si con, permettez l'expression qu'on le dit. Il achète ses documents quelque part. Alors pourquoi détruire les maisons? Pourquoi ne pas sanctionner ceux qui vendent ces documents? C'est incroyable. Bon, madame, je crois que c'est très difficile de parler des choses pareilles. Et des fois, ça fait mal. Nous avons des services, autorisation de bâtir, affaires foncières, avant que ces gens-là ne puissent commencer même à construire. Moi, j'avais acheté un petit terrain, madame. Les jours où j'ai commencé à mettre la première brique, j'ai vu des agents qui sont venus à affaires foncières, urbanisme et habitat, tout ça. Là. Mais ces services-là existent quand même. Lorsqu'on laisse une personne construire jusqu'à arriver au niveau de la finition et après on vient détruire, moi je pense qu'il y a dysfonctionnement de l'État. Ça, c'est la faute à l'État. Et qui vend ces terrains? Bonne question. Surtout les terrains comme le domaine de la Célé, tout ça, ce sont des domaines de l'État. Ce sont des patrimoines de l'État. Alors, qui peuvent vendre cela? C'est une question que nous-mêmes nous posons aussi. C'est pour cela que nous disons qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Parce qu'à l'époque du maréchal, il y avait ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Et parmi nos programmes, c'est ce que nous voulons rétablir dans ces pays, l'autorité de l'État. Il faut que partout où les gens sentent qu'il y a l'État, quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'État a démissionné. Et tout le monde peut faire ce qu'il veut, sans pour autant être inquiété. Surtout que s'il parle une langue connue, il peut tout faire. Par rapport à l'adoption, nous avons suivi le ministre Tambo Mwamba. On a quand même permis à certaines familles étrangères de faire sortir une soixantaine d'enfants adoptés en République démocratique du Congo. Pensez-vous, Apollon Toumba, vous qui avez vécu, je le sais, à l'extérieur du pays, que l'adoption, c'est aussi une solution à la misère de certains enfants abandonnés à Kinshasa? Oui, moi je pense que c'est d'ailleurs une des meilleures solutions, l'adoption. Même ici, au niveau du pays, nous pouvons aussi organiser l'adoption. Parce que nous avons aussi des familles ici qui cherchent à avoir d'enfants. Mais pourquoi le Congolais n'adopte pas ses propres compatriotes? C'est une bonne question. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que l'adoption n'est réservée qu'aux étrangers, comme le tourisme? Non. Pourquoi l'adoption n'est pas dans notre culture d'adopter des enfants? Moi, je pense que ce sont les termes qui sont un peu difficiles, mais nous adoptons déjà beaucoup, nous, en Afrique. C'est dans la famille. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Mais les problèmes maintenant... Un enfant dans un orphelinat ou ailleurs, c'est pas dans notre culture. Il faut que ça soit organisé. Tout ça, c'est l'État. Il faut vulgariser, il faut informer quel est l'intérêt, pourquoi adopter, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que nous avons des adoptions déjà dans la famille. Les gens savent, on prend un petit cousin, une petite nièce, on adopte sans pour autant que ce soit officiel. Mais on peut officialiser cela, faire des annonces, faire des appels, par exemple aux gens qui cherchent à avoir d'enfants. Moi, je suis allé rendre visite à une famille à l'hôpital où on dit non, nous refusons des gens d'entrer parce qu'on vole les enfants. Alors, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à adopter ou à avoir d'enfants. Mais moi, je pense que c'est une politique que nous pouvons, ici, chez nous aussi, organiser pour qu'au niveau local, d'abord, ceux qui n'ont pas d'enfants puissent adopter et pourquoi pas élargir. Bon, il y a une certaine opinion. C'est vrai que moi je le dis toujours, nous aussi on est les nets, surtout ceux de la diaspora sont vraiment fâchés contre, ils disent que non, c'est une forme de vente des enfants, que l'État ne s'occupe pas de ses propres enfants pour permettre à ce que des étrangers viennent prendre les enfants ici à Kinshasa. On ne fait même pas leur suivi, on ne sait pas à quel genre de famille on donne ces enfants. Peut-être ce sont des pédophiles, peut-être ce sont des criminels, on ne sait pas quel genre de vie ces enfants auront à l'étranger. Non, mais madame, moi je pense que... Ce sont des procès d'intention. Oui, ce sont des procès d'intention, madame. Ceux qui vivent à l'étranger, ils ne peuvent pas tenir des discours pareils. Parce qu'ils savent, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont adoptés et qui ont reçu des très bonnes éducations, qui ont même les noms. Moi, j'ai même un jeune qui est en France, qui a un nom français, mais c'est un noir, qui a été adopté par une famille française. Mais non. Moi, je pense que lorsqu'on fait de la politique, on fait de l'opposition, madame. Il ne faut pas tout dire... Tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Non. Il peut y avoir de bonnes choses. Il faut applaudir.
Par exemple, on a élargi les routes, c'est bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, on peut rouler à 120 km/h, à 150 à l'heure. C'est bon. Mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau potable. Vous voyez, mais il ne faut pas tout mettre en noir. Non, moi je pense que la politique d'adoption, nous devons vraiment y réfléchir dans notre pays, que ça commence d'abord au niveau local, qu'on cherche les familles qui cherchent à adopter d'enfants, ici chez nous. Si ici chez nous, il n'y a pas de demandeurs, là on peut penser à donner à d'autres. Ce n'est pas vraiment un péché, moi je pense que c'est d'ailleurs une bonne politique. Il y en a même qui disent que c'est antichrétien d'adopter, c'est satanique entre guillemets, parce qu'aujourd'hui tout est lié entre Dieu et Satan. Mais non, au XXIe siècle, on ne peut pas dire des choses comme ça, madame. Moi je pense que c'est une solution même pour... Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas en supporter. Mais si jamais il y a des gens qui peuvent supporter 1 ou 2 enfants de cette famille-là, pourquoi pas, madame? Pourquoi pas. Alors la suite, mesdames et messieurs, nouvelle de nos partis politiques, réaction des partis politiques par rapport au dédoublement des noms des partis politiques en République démocratique du Congo et les démentis de l'ARC par rapport au congrès de ce parti qui s'est tenu à la Fikine. Et puis nous allons terminer par la dissidence au sein du MCR. Simple coïncidence ou acte prémédité pour des fins connues? Voilà la question que se pose l'opinion s'agissant de la duplicité des partis issus pour la plupart de la majorité depuis l'avènement du G7. Maître Ley parle de la répétition de l'histoire pour ces hommes politiques travaillant jusque-là pour les ventres. Quand Tshisekedi et Mobutu ont des problèmes, il y a eu un UDPS Birindwa qui est né. Il y a eu aussi l'UDPS Kibasa. Mais seulement pour les besoins de la cause. Nous avons eu aussi le FCN Bandungu Boulanyati, FCN Kamanda Okamanda. Il s'agit de transfuges pour le ventre. Chaque fois qu'on veut fragiliser un leader qui n'est pas d'accord avec un parti qui est au pouvoir, on crée, on dédouble son parti et on le révoque par des faux congrès. À lui de confirmer que les auteurs de ces dédoublements sont poursuivables au regard de la loi qui régit les partis politiques. Tous les partis prétendent faire le dédoublement sont le fruit de la dépendance vis-à-vis des finances publiques. Mais vous devez savoir que les partis politiques en droit constitutionnel sont des instruments de la démocratie. L'histoire des partis politiques renseigne que lors du dépôt des dossiers au ministère de l'Intérieur, il y a des gens qui ont signé. Au lendemain des élections, il y a eu des leaders qui ont eu à négocier et qui ont formé la majorité avec le président Kabila. Pourquoi seulement ces mouvements au sein de partis issus de la majorité? Maître Ley répond. Tous ceux qui sont en dehors d'Olivier Kamita, de Kyungwa Kumwanza, des Ndundu sont des corrompus. Ça s'appelle le débauchage. Les gens qui ne peuvent pas vivre en dehors du pouvoir. Or, je l'ai toujours répété, la politique n'est pas un travail. Quels sont les vrais partis politiques touchés par ces mouvements? Seul l'avenir nous en dira plus. Il s'agit cette fois-ci de l'Alliance pour le renouveau du Congo qui reconnaît Olivier Kamitatu comme son initiateur et autorité morale. Et lui, c'est son secrétaire général. Joseph Kapika vient dire à qui veut l'entendre que l'ARC ne serait pas en congrès ce samedi. Conformément à nos statuts, conformément à notre règlement intérieur, le congrès qui est l'organe suprême du parti ne peut être convoqué que par le président national du parti. Et à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle, il n'y a qu'un seul président national du parti, qui est l'honorable Comte de Villa Kikanda. Si des personnes sans mandat ni qualité se proposent d'organiser un congrès, ça ne peut être qu'un congrès pirate. C'est de la supercherie. C'est même de l'imposture. Au-delà de ce qui apparaît comme démenti, Joseph Kapika dénonce ce qu'il qualifie de confusion et compte sur l'arbitrage du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est notre gardien. Le ministère de l'Intérieur a l'obligation de protéger les partis qui sont légitimement constitués. Soyez sûrs et certains qu'ils vont se mettre le doigt dans l'œil parce qu'ils sont dans l'illégalité et ils ne méritent qu'une seule chose, d'être traduits en justice. Joseph Lapika a également rappelé qu'il existe
un seul parti politique dénommé ARC en RD Congo. C'est lui présidé par Kondevila Kikanda. Il était jusqu'il y a peu l'un des rares, si ce n'est le seul parti du G7 à n'avoir pas connu une division en son sein. Mais ce mérite du MSR appartient dorénavant au passé. Une frange de ses députés et cadres a pris tout le monde de court et profite de la fin du congrès de leur parti pour désavouer non seulement l'autorité morale du MSR, mais également fustiger la démarche ayant conduit l'adhésion du parti au G7. Par loyauté au président de la République, pour qui nous avons conduit les campagnes électorales de 2006 et 2011 dans nos différents fiefs électoraux et en conformité avec l'esprit des initiateurs du mouvement social pour le renouveau MSR, notre parti n'ayant pas été consulté dans la prise de décisions qui ont conduit à l'adhésion du parti du groupe du G7, provoqua ainsi les changements des grandes orientations politiques qui ont justifié notre adhésion au parti et par voie de conséquences à la MP sans s'en référer à l'organe compétent, en l'occurrence le Congrès. Ces groupes des élus nationaux et cadres viennent ainsi de faire tomber un mythe. Ces membres ont décidé de commun accord, par acquis de conscience et par principe, disent-ils, de renouveler leur engagement de continuer à soutenir le président de la République, confirment leur appartenance à la majorité présidentielle, tout en restant, je cite, membres du MSR. Apollon Toumba, votre réaction à chaud quand on regarde tous ces partis politiques congolais? C'est la désolation, madame. Je n'ai pas un mot que je peux utiliser. Mais écoutez, madame, vous savez, le 24 avril 1990, lorsque le maréchal Mobutu a libéralisé la formation des partis politiques, il avait dit que les impairs existants déjà, il lui fallait chercher 2 petites sœurs ou 2 petits frères. C'est-à-dire, il avait voulu que le parti soit limité à 3. Aujourd'hui, nous les Mobutistes, les nouveaux Mobutistes, nous lui donnons raison. Nous avons plus de 400 partis politiques qui existent. Si nous ajoutons les dédoublements, donc nous irons dans les 800 partis politiques. Et impair, vous en avez aussi 2 ou 3? Non, il n'y a qu'un seul impair, qui est l'impair fait privé. D'ailleurs, c'est... Dirigé par Madame Nzouziwa Mbombo, si je ne me trompe pas, non? Une très bonne question, parce que il y a beaucoup de gens qui croient encore que c'est Mme Nzouziwa Mbombo qui dirige le MPR. Non, Mme Nzouziwa Mbombo n'est plus présidente du MPR. Mme Nzouziwa Mbombo a, pour des raisons de santé, voilà, elle a laissé la présidence au président Timba, Simon Timba, qui est l'actuel président du MPR fait privé. Malheureusement, le président Timba n'est pas trop médiatique et puis le parti est vraiment à l'immobilisme total. C'est pour cela on ne le sait pas. Mais vous me donnez l'occasion d'éclairer l'opinion parce que tout le monde, même à l'extérieur, il pense que c'est Maman Nzouzi qui est l'actuelle présidente. Non. Pour des raisons de santé, elle a... Par rapport au dédoublement, là, ça pose aujourd'hui problème. Vous avez suivi l'ARC qui dément. Il y a un autre ARC qui va tenir un congrès au Palais du Peuple. Le MSR qui est dans l'opposition, une partie des députés qui dit non, on ne nous a pas consultés. Voilà. Mais c'est quoi l'ambiance? D'ailleurs, un député est détenteur du pouvoir de son parti politique. Lorsqu'il ne fait plus partie de ses partis politiques, il doit rendre ce pouvoir-là. C'est ça la légalité. Un député ne peut pas, parce que son parti a quitté la majorité, rester par la force à la majorité. Non. Ils ont agi en âme et conscience, selon vous. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Tout le monde sait que l'ARC, c'est le parti d'Olivier Kamitatou. Tout le monde sait que le MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba. Alors, lorsque vous me dites qu'aujourd'hui, il y a 2 MLC, comme madame, ça, c'est de la fantaisie politique. Mais quel est le rôle du ministère de l'Intérieur alors? Justement, c'est ça le problème. Parce que le ministère de l'Intérieur doit accepter les noms ayant les mêmes, comment on appelle ça, abréviations ou sigles? Non, pas du tout. D'ailleurs, la loi l'interdit.
La loi l'interdit. On ne peut pas avoir deux partis de même nom et de même, avec les mêmes logos. Non, la loi l'interdit. Donc tout cela, c'est politique. C'est pour cela que nous disons, il faut qu'on arrive au parti d'idéologie. C'est-à-dire, nous voulons que la Constitution organise cette histoire de partis politiques. Que la Constitution limite le nombre de partis politiques. Si vous dites que vous êtes socialiste, l'UDPS, le PPRD, ensemble. Si vous dites que vous êtes centriste, les MPR en tête, venez avec les MPR. Vous dites que vous êtes des libéraux, mais suivez Jean-Pierre Bemba, faites l'alliance des libéraux. Moi, je pense que ça sera plus facile. Aujourd'hui, avec 400 partis, on ne sait plus se retrouver. On ne se retrouve pas. On ne sait plus qui est qui. D'où, moi, je pense qu'il faut réglementer tout ça. C'est pourquoi nous vous disions que nous sommes pour la révision constitutionnelle. Sur le plan des partis politiques, nous voulons que la Constitution limite le nombre de partis politiques. Aujourd'hui, on peut en créer autant qu'on veut. Donc, une libéralisation totale. Je ne veux pas terminer, en tout cas, cette histoire de partis politiques. Je sais qu'à un moment, vous suivez l'idéologie de Mobutu, la philosophie de Mobutu, mais un grand journal international avait qualifié notre actuel président de Mobutu Light. Et ça avait créé un tollé à l'époque. Alors, pour vous, est-ce que vous partagez cette appréciation de ce journal, de l'appeler Mobutu Light? Bon, moi, je pense que les propos qu'un journaliste tient n'engagent que ces journalistes-là. Il sait pourquoi il a dit cela. Mobutu Light, par rapport à quoi, je ne sais pas. Par rapport à l'idéologie, déjà, non. Parce que nous ne sommes pas des lumumbistes. Et par rapport peut-être au comportement, je ne sais pas. Mais moi, je pense que Mobutu Light, c'était peut-être un titre pour vendre le journal. Tout simplement. Tout simplement. Mais aujourd'hui, on a l'impression, Apollon Toumba, que Mobutu n'est pas reconnu. Oui. Mobutu n'est vraiment pas reconnu. Et même quand on parle des descendances, nous sommes les descendants de Kimpavita, voilà, de Lumumba, de voilà, Laurent Désiré Kabila. Voilà. Mais on a l'impression qu'on a gommé 32 ans du passage du maréchal Mobutu. Est-ce que Mobutu n'a fait que du mal en RDC? Est-ce que Mobutu a fait des réalisations à l'ex-Zaïre? Est-ce que pour vous, quelle est la place que l'on doit donner au maréchal Mobutu aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Cette question me va vraiment au cœur. Parce que c'est l'une des raisons que nous sommes mobutistes aujourd'hui. Il y a des amis qui nous disent, mais vous aussi, les MPR, Mobutu, tout ça, mais il faut oublier. Mais c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Lorsque le Parlement siège au Palais du Peuple, quand je dis Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais c'est construit par qui? Par Mobutu. On ne les dit pas assez. Lorsqu'on dit des bonnes choses de la Deuxième République, même les intellectuels disent, dans le temps passé, au moins l'éducation était meilleure. Au lieu simplement de dire que dans le temps de Mobutu, l'éducation était meilleure qu'aujourd'hui. C'est fait sciemment, parce que nous n'avons que des courtisans, des gens qui veulent pleurer au chef. C'est-à-dire dire des choses que ça peut plaire au régime, mais c'est ça. Oh, Mobutu a fait beaucoup de bonnes choses dans ce pays. Aujourd'hui, il y a le barrage d'Inga. On l'a appelé hier éléphant blanc. Mais nous avons appris qu'une partie de ces barrages est vendue aux étrangers. Mais c'est une réalisation de Mobutu. Lorsqu'on parle de... La plus grande échec, la zaïnisation de Mobutu. Oui, là, nous... Aujourd'hui, nous avons suivi le classement Forbes des hommes les plus riches d'Afrique. Il n'y a aucun Congolais, mais quand on a cité la RDC, ce ne sont pas des Congolais qui sont cités parmi les hommes les plus riches d'Afrique. Mais madame, moi, je vais vous dire qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des riches Congolais. Il y avait des Lusakivana, il y avait des Kisombe, il y avait des Fonchi, il y avait de Bemba Saolona. Mais citez-moi aujourd'hui un seul Bemba Saolona congolais. Bemba avait des avions. Ils avaient des travailleurs blancs. C'est pour cela que nous disons que s'il faut revenir avec la réalisation, nous allons le faire. Nous voulons créer une classe moyenne zaïroise. C'est-à-dire quoi? La richesse de notre pays doit être contrôlée par les nationaux. Aujourd'hui, même pour du pain, il n'y a que les étrangers. Si on est des restaurants en ville ici, il n'y a que les restaurants des étrangers. Et là où un petit Congolais fait son restaurant, il n'y a même pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent aller là où il y a un blanc. Est-ce que vous trouvez ça normal, madame? Non. Moi, je pense qu'il faut parler des bonnes choses aussi de Mobutu. S'il y avait des mauvaises choses, nous l'acceptons, nous l'assumons, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Le stade Camagnola, qui est juste à côté du Palais du Peuple, c'est
le maréchal Mobutu qui l'a fait construire. L'OZRT, aujourd'hui RTNC, la voix du Zaïre, c'est Mobutu qui l'a fait. Mais moi, je ne sais pas. Citez-moi une réalisation faite dans le 16 ans du régime actuel qui est plus que le Palais du Peuple, qui est plus que la RTNC. Parce que Mobutu a fait tout ça dans le 16-20 années de son pouvoir. Mais on n'en parle pas assez. On diabolise Mobutu. Les jeunes qui ne connaissent pas Mobutu disent que Mobutu était mauvais. Mais lorsque nous faisons un dictateur sanguinaire qui a tué beaucoup de ses compatriotes et tout ça, qui ne voulait pas lâcher le pouvoir. Est-ce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, nos mamans étaient violées, nos femmes, nos enfants étaient violés jour et nuit sans réaction? Non, madame. À l'époque du maréchal Mobutu, moi, je n'ai jamais entendu un seul coup de feu. À l'époque du maréchal Mobutu, il n'y avait pas de Kuluna. À l'époque de Mobutu, on avait l'électricité. On avait l'eau potable. Lorsque l'électricité partait, on nous informait pourquoi l'électricité était partie. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes savent pourquoi l'électricité part? Ils ont même créé des mots délestage que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore un autre mot là, fédérer, si c'est fédéré, je ne sais pas. Étiage. Tout ça là, nous ne l'avons jamais connu ça. Donc, tout ça, à l'époque de Mobutu, tout ça n'a pas existé. Mais on n'en dit pas. Alors, aujourd'hui, il faut que Mobutu revienne pour réparer les courants. Il faut que Mobutu revienne pour remplacer les tuyaux de la régie des eaux. À notre époque, régulièrement, il y avait des tuyaux qui étaient remplacés avec Mobutu. Voilà. Nous allons clôturer, mesdames et messieurs, par le volet social. Nous allons terminer par le sit-in des médecins et la réaction de GED par rapport à l'arrestation de notre confrère Daniel Nsafou. Parlons des journalistes en prison. C'est des journalistes qui sont en prison au moment où nous publions notre rapport. C'est-à-dire au moment où nous publions notre rapport, il n'y a pas un journaliste, à notre connaissance, qui est en prison à cause de son travail de journaliste. C'est ça la typologie. Mais le cas de Moukeba, il se trouve effectivement dans le cadre des journalistes qui ont été incarcérés, c'est-à-dire qui ont passé plus de 48 heures de détention. Et lui, il a fait pratiquement 11 mois, donc il est compté parmi les journalistes qui ont été incarcérés. En ce qui concerne Daniel Nsafou, je dis bien que nous comptons des journalistes qui ont des problèmes arrêtés à cause de leur travail ou de leur qualité de journaliste. Et à notre connaissance, notre ami Daniel Nsafou n'a pas été arrêté à cause de son travail de journaliste. Là, il était en train d'animer une conférence en tant que, je crois, conseiller du gouverneur, quelque chose comme ça, en tant qu'analyste politique, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu des problèmes. Donc nous ne comptons pas des journalistes qui sont arrêtés. Nous sommes solidaires. En tant que journalistes, nous pouvons être solidaires avec lui, mais nous ne comptons pas ce qui lui est arrivé comme étant une atteinte à la liberté de la presse en tant que journaliste. Apollo Toumba, je veux que dans l'élément passé, vous avez nommé et cité toutes les grandes réalisations de Mobutu. Mais moi, en tant que journaliste, en tant que femme des médias, je sais que la liberté de ton et d'expression que nous avons aujourd'hui, nous ne l'avons pas sous Mobutu. C'était difficile sous Mobutu de critiquer le chef, de critiquer le grand léopard. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de parler de Joseph Kabila sans être, en tout cas, menacé, entre guillemets. Mais à l'époque, parler du mal du maréchal Mobutu, c'était signer presque son arrêt de mort. Il faut l'admettre. Mais c'est faux et archi faux, madame. Comment ça? Mais qui a libéralisé la presse? Ce n'est pas, n'est-ce pas, Mobutu? La loi qui régit actuellement le média dans ce pays, ça a été voté à l'époque de Mobutu. Je vous concède qu'à l'époque de Mobutu, il n'y a pas eu multitude de chaînes de télévision. C'était fait à dessein aussi, non? Bon, moi je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger par rapport aux chaînes de télévision. Il y a d'autres chaînes qui se disent chaînes, mais qui ne sont pas vraiment des chaînes de télévision. Mais ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Par rapport à la presse, madame, vous savez, à l'époque, c'était la presse écrite, à l'époque du maréchal, qui était en vogue. Mais il y avait des caricatures, il y avait des titres énormes. Même lui-même, le maréchal a dit, on lui traitait de tous les mots d'oiseau. Mais je ne pense pas qu'on tuait les... Citez-moi un seul journaliste que Mobutu a fait tuer parce qu'il a parlé du mal de lui. Citez-moi, si vous en connaissez.
Citez-moi combien de journalistes ont fait la prison parce qu'ils ont critiqué le maréchal Mobutu. Ça, c'était après 90. Hein. Non, moi, après la libération de 24 avril 1990. Non. Le système politique du monde avait changé. Donc, il était obligé de changer. Voilà, mais justement. avant 90, c'était impossible. Mais ça, c'était un autre régime. C'était tout à fait normal. Il y avait un contrôle pour ne pas déraper. On n'avait qu'un seul parti, un seul syndicat, donc une seule chaîne de télévision. C'était tout à fait normal que ça soit contrôlé. Mais depuis 1990, jusqu'au départ du maréchal, mais c'est lui qui était l'homme à abattre. C'est lui qui était insulté chaque jour. Mais je ne sais pas si on a eu des journalistes tués ou arrêtés parce qu'ils ont parlé de choses contre Mobutu. Je ne pense pas. S'il y en avait, peut-être un ou deux, mais pas plus. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On arrête des journalistes sans procès parce qu'il a tenu un propos qui n'arrangerait pas un ministre ou un abbé ou le président de la République. Moi, je pense que si quelqu'un a dit des choses contre le président qui ne sont pas justes, il y a une justice pour cela. Il faut d'abord commencer par déposer plainte, que la personne... Donc, de toute façon, une personne, lorsqu'il n'est pas encore jugé, il est présumé innocent. Donc voilà, donc moi je pense qu'on va mettre tout sur la tête du maréchal. Or, il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées autour de lui. On n'a pas parlé de l'éducation, la qualité de l'éducation. Toutes les écoles supérieures que nous avons ici, qui l'a créé? C'est Mobutu. Les Belges n'ont pas laissé IEC. Les Belges n'ont pas laissé ISTA. Les Belges n'ont pas laissé les JSP. C'est Mobutu qui les a créés. Alors, comparez l'éducation que nous avons reçue dans les ISTA de 1990 et ISTA d'aujourd'hui, ou ISP d'aujourd'hui, la qualité d'enseignement. Est-ce que la qualité d'enseignement aujourd'hui est meilleure que par rapport à Mobutu? Non. Tous ces professeurs, ces grands professeurs, ils viennent de l'époque de Mobutu. Ils ont bénéficié des bourses de la République du Zaïre. Ils doivent quand même reconnaître cela. Mobutu n'a pas fait que des mauvaises choses. Hein. Donc moi, je pense que la liberté de la presse doit être reconnue. Mais l'échec de Mobutu aussi, nous allons terminer dans le volet social. L'échec de Mobutu, c'est aussi le social. En tout cas, le social à l'époque de Mobutu, à un moment, c'était assez dur, il faut le reconnaître. Oui, je le reconnais. Le peuple en a eu marre à un moment parce que... Je le reconnais que la vie était difficile. L'économie, vers la fin des années Mobutu, n'était plus bonne. Mais aujourd'hui, on nous parle du cadre macroéconomique qui est bon. Mais est-ce que à l'époque, on avait des millions de Zaïre, hein? C'était des millions de Zaïre pour avoir... Je n'en disconviens pas. Nous avions à l'époque un budget de 300 000 $. 300 millions de dollars. Vous imaginez. Mais on mangeait quand même. On avait des bus. On avait des transports en commun ici dans ce pays, avec un budget de 300 millions de dollars. Mais aujourd'hui qu'on a 8 milliards, est-ce que les Congolais d'aujourd'hui mangent bien? Ou ils mangent mieux qu'avant? C'est vrai, j'admets que le social n'était pas bon à l'époque. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est amélioré? Alors voilà, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment à la fin. Merci donc à Apollon Toumba d'avoir accepté de passer à la barre. L'expression est consacrée. Il a dit, il n'est pas là pour faire l'apologie du maréchal Mobutu, mais il est là pour, en tout cas, ressusciter le MPR avec la philosophie et prendre le côté positif du règne du maréchal Mobutu, qui n'était pas, en tout cas, selon lui, le roi du Zaïre, mais un président de la République. Un grand président respecté en Afrique. Respecté dans le monde. Dans le monde. Voilà. Madame, je crois que l'émission est à la fin. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a un journaliste, M. François, qui avait l'habitude, un journaliste belge, qui avait l'habitude d'interviewer Mobutu. Lorsqu'il a eu son pension, il a terminé son travail, on lui a posé une question. Qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? C'était deux. La première question, on lui a posé, vous avez interviewé beaucoup de chefs d'État. Quel est le chef d'État qui vous a beaucoup plus marqué? Il a dit sans hésiter, Mobutu Sese Seko. Et à la fin, il a dit, son regret, c'était quoi? Qu'il ne pardonnera jamais à la famille de Mobutu d'avoir interdit d'interviewer Mobutu la dernière fois au Maroc. Voilà qui était Mobutu.
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons terminer. Nous n'allons pas terminer cette émission sans remercier les Corbeaux. Hein. Le tout-puissant Mazembe a obtenu sa 5e coupe aujourd'hui. En tout cas, elle a gagné 2 €, l'équipe d'Algérie. Donc, félicitations en tout cas à notre équipe, je dirais même nationale bis. Hein. Aujourd'hui, toute la RDC était derrière le tout-puissant Mazembe. En tout cas, le tout-puissant Mazembe a fait la fierté de toute une nation. Alors, merci au tout-puissant Mazembe et à son staff dirigeant. Merci donc à Moïse Katumbi qui a dirigé en tout cas cette équipe de Mazembe, qui l'a amené pour la 5e fois en tout cas à la tête d'une compétition africaine. Donc la RDC aujourd'hui est au panthéon dans le monde. Aujourd'hui on ne parlera que de la RDC. En tout cas c'est toujours bien de parler en tout cas de la RDC, de mon pays dans les chaînes internationales, parce qu'aujourd'hui ça sera que la RDC et la RDC avec le tout-puissant Mazembe. Merci à vous mesdames et messieurs, merci à vous qui me suivez dans tous les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.